Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est le jour où nous faisons le point sur les matières premières d'un point de vue fondamental, matières premières et fondamentaux de ce mercredi 21 avril 2021. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux mêmes matières premières que la semaine dernière, pardon, à part le copper. Donc nous allons parler pétrole, nous allons parler cuivre, nous allons parler de l'or et nous allons terminer par le maïs. Donc nous allons débuter par l'or noir. Alors ce qu'il faut savoir, les points clés concernant le pétrole, c'est qu'on a eu une progression des cours de l'or noir dans un contexte de repli du dollar américain et par la suite le pétrole a perdu du terrain dans un sell-off général, un sell-off des marchés, des valeurs cycliques de l'énergie et donc du pétrole, retour de l'aversion au risque. Alors, à noter également une potentielle reprise de la demande de carburant aux États-Unis et des données que nous avons étudiées à maintes reprises il y a quelques mois de cela. Ça redevient d'actualité à l'heure actuelle. Ce sont les données sur la mobilité mondiale qui seront essentielles, les données issues d'Apple, dans un contexte où le trafic aérien reste extrêmement faible. Alors à noter également la production de pétrole en Libye qui est passée sous la barre du million de barils par jour à la suite du blocage de ports nationaux. On notera également l'OPEP+, qui prévoit de ne pas tenir de réunion ministérielle la semaine prochaine. La réunion du JMMC devrait quant à elle avoir lieu. Alors cette annulation de la réunion ministérielle montre à quel point l'OPEP est confiante dans sa stratégie actuelle et qu'elle continue de supposer une reprise significative de la demande dans un avenir proche. On notera également que aujourd'hui marque l'anniversaire de la chute des prix du pétrole sous zéro. C'était il y a un an tout juste. Et donc d'un autre côté, malgré une amélioration de la situation, la pandémie est encore très loin d'être terminée. Il y a une forte progression du nombre de nouveaux cas en Inde qui a entraîné une réduction de 15% de la capacité des raffineries. C'est un réel risque à moyen terme pour les cours de l'or noir. Alors nous allons débuter par nous intéresser à la mobilité, les données issues d'Apple, et on va s'intéresser dans un premier temps aux États-Unis, donc une mobilité en hausse de 22%. Ce que l'on remarque, c'est qu'on se rapproche grandement, on est au niveau du pic de l'année dernière. Concernant, alors les États-Unis c'est en gris, le Royaume-Uni c'est en vert et on voit que la situation au Royaume-Uni, la mobilité est en train de s'améliorer. On a tout de même une mobilité qui reste extrêmement faible dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne que l'on retrouve ici en bleu. Mais également en Italie avec des niveaux extrêmement faibles pour ces deux pays. Toujours une mobilité qui reste à moins 11% pour l'Allemagne, moins 34% pour l'Italie. Donc ces données sur la mobilité seront essentielles dans les semaines à venir et on gardera un œil attentif dessus. On passe à présent sur les niveaux stocks de pétrole qui atteignent un pic saisonnier et cela pourrait soutenir les prix. Alors on prendra connaissance cet après-midi des données officielles concernant les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Cela sera très certainement crucial à très court terme face à un pétrole qui est actuellement sous pression. On va s'intéresser à la situation technique. On le voit ici. On avait un nuage qui était en support. On tente de l'intégrer. Nous avions franchi ici notre Kijun, la Chikuspan a eu du mal, n'est pas parvenu à passer au-dessus de la Tenkan. Il lui restait par la suite une barrière de chandelier japonais. On se replie, réintégration de nuage, on est sur support pour le WTI en journalier, très exactement sur un palier de Kijun à l'heure actuelle dans l'enceinte du nuage. Alors d'un point de vue intraday, c'est encore ce nuage qui sera garant de la hausse, qui pourrait être un éventuel support. On a on a enfoncé ici le précédent sommet et donc le tout sera de réussir à redémarrer à la hausse, de prendre appui sur le nuage pour repartir de plus belle. En revanche, une intégration du nuage pourrait nous rapprocher des 60$ 50 pour le pétrole WTI. Donc on attendra les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis à 16h30 cet après-midi, ce qui pourrait faire office de catalyseur haussier ou baissier. Donc d'un côté, ça pourrait nous permettre de franchir le nuage pour aller chercher ici l'apex de cette zone de congestion. Souvenez-vous, nous l'avions marqué en gras en vue de garder un œil dessus, car nous savons, c'est un niveau sur lequel les cours reviennent très souvent. Les apex de ces figures chartistes, c'est-à-dire le centre de symétrie, sont des supports et des résistances extrêmement forts par la suite. Donc les données
hebdomadaire sur les stocks de pétrole aux États-Unis pourrait permettre de franchir le nuage par le bas et d'aller chercher les 59 $, ou à l'inverse, ces données-là pourraient permettre de prendre appui sur le nuage pour une impulsion haussière et un retour en direction des 63,70 $. Réponse en milieu d'après-midi, pardon. On passe à présent sur le métal rouge, le cuivre. Alors ça fait longtemps qu'on n'avait pas abordé le cuivre. Alors il y a eu cette faiblesse hein, du billet vert qui a eu un impact sur les matières premières, notamment sur le métal rouge. Cela a permis une hausse des cours du cuivre. Mais il y a également d'un autre côté des importations chinoises records en mars et des données exceptionnelles pour le premier trimestre en Chine. Alors cela a été un facteur fondamental qui a permis également la hausse du cuivre et bien entendu le dollar américain. La baisse du dollar américain a également été un catalyseur haussier. Alors on s'intéressera à la prime pour le cuivre en Chine, une prime qui est en baisse, ce qui s'explique par une augmentation des stocks à présent. Hein. Les niveaux de stock élevés réduisent les inquiétudes quant à la disponibilité de cette matière première et donc cela entraîne un repli de la prime pour le cuivre. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette diminution de la prime pourrait résulter de l'épuisement également des acheteurs chinois et de l'absence de changement de politique de la PBOC, de la Banque populaire de Chine depuis mai 2020. Alors, on va justement, dans un premier temps, s'intéresser à ces niveaux de stock. On est très proche hein, des niveaux de l'automne 2020, hein, comme on peut le voir ici. On peut le constater, nous sommes relativement à ces niveaux-là, les niveaux de l'automne 2020 d'un point de vue des stocks. Il n'y a pas d'inquiétude concernant la disponibilité du copper. Hein. On a bien décollé, comme on peut le constater, par rapport au début d'année. Concernant la prime sur le cuivre, alors cette prime du cuivre en Chine s'est nettement repliée. On peut noter hein, tout de même que l'on avait dépassé les 100 $ par tonne hein, l'année dernière. On peut le voir ici, nous avons le seuil des 100 $, on était légèrement au-dessus à la même époque l'année dernière. Et la plus forte baisse de cette prime a eu lieu justement entre les mois de juin et de septembre. Et c'est à ce niveau que les cours du cuivre se situent aux alentours des 7000 $ la tonne. Et donc, par la suite, hein, on a eu des cours du cuivre qui ont commencé à augmenter en septembre. Donc voilà pour cette prime en Chine, hein, très importante, que nous suivrons également avec attention. Hein, attention à ne pas passer en dessous de cette zone des 50. On s'intéresse à présent au cuivre d'un point de vue global. On va prendre on va regarder le cuivre dans son ensemble en données journalières. On va faire la comparaison avec la situation technique que nous avons pu constater en 2011, lorsque notamment nous avons atteint des sommets pour le métal rouge. Alors ici, ce que l'on remarque, c'est que la situation semble similaire. Hein. Nous avons un premier rectangle ici étendu qui vient nous rappeler celle que nous avons pu constater très récemment. Par la suite, s'en est suivi une correction. Voici cette correction dans l'enceinte d'un carré. Ce n'est pas très exactement un carré, mais on voit une certaine similitude à l'heure actuelle, hein, d'un point de vue de la configuration graphique sur le copper par rapport à l'année 2011. Alors, est-ce que l'on a atteint des sommets? En tout cas, si on venait à répliquer le scénario de 2011, ça nous laisserait penser qu'effectivement les sommets étaient atteints et qu'on pourrait assister à une correction. Et on garde en tête également les niveaux de stock en Chine, la nette reprise des stocks. Alors ici, d'un point de vue journalier, par contre, la situation est beaucoup plus contrastée. Alors, on va faire la différence, on va faire la comparaison avec ce que l'on a connu fin 2020, début 2021, ici, avec ce rectangle orange, on avait marqué un sommet intermédiaire avec une résistance à 8140 pour se replier en direction du nuage. S'en est suivi un rebond. Alors visiblement, nous avons marqué un sommet à 9500 $. On s'est replié pour aller chercher le nuage et nous sommes actuellement en rebond. Alors si on parvenait à franchir les 9500 $ la tonne ici, cela pourrait présager une nouvelle impulsion haussière à l'image d'ici très précisément. Hein. Nous avons franchi la borne supérieure, pardon, du précédent range, très exactement ici, à 8140 $ la tonne. S'en est suivi donc une impulsion haussière pour aller marquer un nouveau sommet. Alors, la situation journalière, si on s'intéresse aux données récentes, c'est beaucoup plus contrasté, mais si on prend de la hauteur,
pourrait avoir atteint un sommet de court terme. Donc prudence, sur le copper et vous l'aurez compris, en cas de franchissement ici des, 9 500 la tonne, cela laisserait présager une nouvelle impulsion haussière. Voilà pour le copper, nous allons nous intéresser à présent au métal jaune. Le métal jaune qui a été très intéressant dernièrement, depuis notamment la formation d'un double creux, beaucoup de choses, hein, sur le métal jaune. Alors on peine, on a du mal à atteindre tout de même la zone de résistance clé qui est située à 1 800 l'once. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métaux précieux ont été sous pression après la reprise haussière des rendements et il y a eu également une hausse de la paire euro-dollar, euro-dollar au-dessus des 1,20 qui pourrait soutenir la hausse des cours de l'or si cette tendance haussière se poursuit. Alors on a abordé la situation technique de l'euro-dollar ce matin en Good Morning Market. Ce n'est pas gagné pour l'euro-dollar. Il y a des fortes résistances à franchir. Il y a également un nuage Ishimoku qu'il faudra traverser. Nous l'avons vu, un rebond du billet vert très exactement sur le bas de son nuage Ishimoku. Je vous renvoie au Good Morning Market du jour. Concernant les avoirs des ETF en or, alors ils sont passés sous la barre des 100 millions d'onces, mais il faut savoir que le rythme des ventes des ETF a ralenti. La situation de 2018 et de 2019 laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'un tournant pour le marché de l'or. Nous allons en parler, nous allons faire la comparaison, hein, par rapport aux avoirs des ETF. Et à noter également, c'est très important que si les ventes sur le marché des crypto-monnaies se poursuivent, hein, je vous rappelle que les crypto-monnaies sont sous pression, une pression qui a commencé vendredi après l'annonce de la Turquie, qui s'est étendue, qui s'est approfondie, des baisses qui se sont approfondies pendant le week-end, hein. Nous avons abordé cela également hier en Good Morning Market dans le détail. Et donc, si cette situation venait à se poursuivre, les ETF sur les métaux précieux pourraient bénéficier d'une augmentation des flux entrants, hein, ils pourraient attirer des capitaux face à la baisse des crypto-monnaies. Alors, nous allons commencer par nous intéresser justement aux ventes des ETF, des ventes qui ont ralenti. Alors, on retrouvera ici en rouge la totalité des avoirs des ETF et donc ce que l'on peut constater effectivement, c'est que nous avons ici une stabilisation, hein, un ralentissement des ventes des ETF. Et ça vient nous rappeler des situations précédentes, hein, qui ont entraîné des hausses plus ou moins conséquentes sur le marché de l'or. Alors, on retrouvera, hein, les cours de l'or ici en vert et on peut le voir lorsqu'il y a eu un ralentissement des ventes des ETF que l'on retrouve en rouge, cela a entraîné par la suite une hausse des cours. Vous voyez ici, on va le faire pas à pas, hein, donc ralentissement des ventes des ETF que l'on retrouve sur la courbe rouge, s'en est suivi une hausse des cours du métal jaune, c'est la courbe verte, encore une fois ralentissement, hausse des cours. Et ici aussi, donc on pourrait voir ce scénario à nouveau se matérialiser avec ce ralentissement de la vente des ETF. On retrouve également ici les agents non commerciaux, les spéculateurs et en jaune, ce sont les positions short, donc les positions à la vente qui ralentissent, hein, considérablement, qui marquent une pause pour les agents non commerciaux. Alors à noter ici que nous poursuivons en pullback sur le métal jaune, hein, après une tentative de franchissement de la zone des 1790 l'once. Alors le support à court terme à surveiller, c'est justement cette trendline haussière que l'on retrouve en pointillé, mais également la limite inférieure de la structure overbalance, hein, qui vient répliquer la précédente structure, hein. C'est un rectangle que nous avons répliqué, c'est un potentiel support à aller chercher aux alentours des 1755 l'once. Alors d'un côté, la reprise des rendements américains pousse les cours de l'or à la baisse et de l'autre côté, la hausse de l'euro-dollar pourrait soutenir la reprise du mouvement haussier. Donc il faudra s'intéresser au rendement et à l'euro-dollar et donc à la situation technique de l'euro-dollar qui, je le répète, que nous avons abordé ce matin en Good Morning Market. Alors, si on venait à s'intéresser de plus près aux données journalières, hein, nous avions eu la formation d'un double creux, cassure de la ligne de coût. On est en train de se stabiliser dans le nuage aux alentours de la borne supérieure de ce canal descendant. Alors, l'objectif est à 1817 l'once, objectif de ce double creux, et donc cela représente une SSB. Alors, de deux choses l'une, si cet objectif venait à être atteint, avec ou sans retour
vers les 1755 $, car on pourrait se replier à 1750 $ pour repartir et sortir du nuage à ce niveau-là pour chercher les 1817. Deuxième scénario, on continue à l'intérieur du nuage pour aller chercher la SSB. On s'intéresse à présent au maïs avec une situation contrastée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des hausses considérables sur le marché des céréales, le maïs qui dépasse les 600 cents le boisseau. Et il y a donc, nous avons pris connaissance des dernières données en provenance des États-Unis sur les semis de maïs. Et donc, la situation de ce côté-là est relativement bonne, mais inférieure aux attentes. Alors, les superficies cultivées en maïs aux États-Unis sont passées de 4 à 8%, et il y a un retour attendu de température légèrement négative aux États-Unis, ce qui pourrait soutenir les hausses sur le marché des céréales. De son côté, Fitch a revu à la hausse les perspectives de cours du maïs, mais ces dernières restent inférieures au cours du prix du marché actuel, et ce jusqu'en 2025. Alors Fitch concrètement s'attend à ce que le prix baisse après la saison actuelle. Alors à noter en Chine, les maladies affectant les porcs maigres pourraient entraîner une baisse des importations en provenance des États-Unis et des pays d'Amérique du Sud. C'était une donnée qui était capitale et qui avait soutenu la hausse. Ces importations, souvenez-vous, ces importations chinoises en provenance de Chine, des États-Unis. Et donc, on pourrait avoir une baisse de ces dernières à cause de ces maladies porcines. Le positionnement de la CFTC, quant à lui, ressemble à la situation de 2011, on va le détailler, ce qui laisse penser que les cours resteront à des niveaux relativement élevés pendant la majeure partie de l'année. C'est ce que l'on avait constaté précédemment, nous allons le détailler, et donc on pourrait rester à des niveaux relativement élevés jusqu'à la prochaine récolte. Alors, nous allons commencer par les semis de maïs aux États-Unis pour cette année, que 2021, donc les actuels que l'on retrouve à ce niveau-là, supérieurs à la moyenne sur 5 ans, mais inférieurs aux estimations du marché. Alors, les baisses de température qui sont attendues cette semaine pourraient retarder justement ces semis. Alors, à présent, on va s'intéresser aux données de la CFTC, le positionnement spéculatif donc des agents non commerciaux qui commencent à ressembler à la situation que nous avons connue en 2011. Vous voyez en 2011 cette situation avec ce spread assez large entre les shorts en jaune, donc les vendeurs, et les acheteurs en blanc. C'est une situation similaire qui est en train de se profiler visiblement à l'heure actuelle, mais surtout d'un point de vue des ventes, un point de vue des ventes extrêmement bas, des positions de vente ouvertes. Et donc cette situation laisse suggérer que on pourrait se maintenir sur des sommets à des niveaux relativement élevés. C'était le cas précédemment. Vous voyez ici les cotations en vert. À ce moment-là, lorsqu'il y avait cette configuration avec un écart considérable entre les shorts et les longs, les cours étaient restés sur des sommets à des niveaux relativement élevés, les cours que l'on retrouve ici en vert. Et donc cette situation pourrait à nouveau se produire, donc on pourrait rester pendant quelques mois à des niveaux relativement élevés concernant les cours du maïs. On garde en tête tout de même ce graphique en données mensuelles, car il est très important de noter que nous avons bel et bien franchi la zone des 575 cents le boisseau. On fait face à la résistance des 600 cents le boisseau, dernier rempart avant les 638 cents le boisseau, sur le retracement de Fibonacci à 61,8%. Et on est ici toujours, on pourrait répliquer les précédentes hausses. On garde en tête ce scénario pour se stabiliser à des niveaux relativement élevés, pourquoi pas à 727 cents le boisseau. Donc gardons en tête ces données d'un point de vue mensuel, parce que le maïs pourra encore nous offrir des perspectives nettement haussières, et on a une résistance de taille en chemin, les 638 cents le boisseau, soit le retracement de Fibonacci à 61,8%. Donc vous l'aurez compris, nous allons porter un intérêt tout particulier au maïs lors des prochaines semaines. Et sur ce, cette vidéo matières premières et fondamentaux touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre attention. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Très bonne séance de trading, une excellente journée à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur les matières premières et les fondamentaux. Et sinon, rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.